Donc, bienvenue à toutes et tous à cet atelier, donc dans le cadre du RMT alimentation locale, atelier consacré à la réalisation de diagnostics logistiques pour les circuits courts alimentaires et de proximité. Donc, merci de votre présence, merci d'être là aujourd'hui. Euh, alors, je vais, hop, forcément, ça ne défile pas. Voilà. Donc rapidement, l'esprit de l'atelier, la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui, c'est, pour permettre aux participants et participantes de partager leur expérience sur la logistique des circuits courts et de proximité, que les chargés de mission qui s'intéressent à ces questions-là et qui travaillent sur ces questions-là puissent échanger, entre eux et entre elles, dans le but d'auto-alimenter finalement vos réflexions et de faire des fertilisations croisées entre territoires, de tenter de les formaliser parce qu'on sait qu'il y a de la connaissance disséminée sur les territoires, mais qu'il y a un besoin de formalisation de cette connaissance et de capitalisation des retours d'expérience. Donc, nous, on vous fournit finalement au travers de cet atelier un espace pour dialoguer, échanger et vous aider à capitaliser les connaissances que vous avez les uns et les autres sur ces questions-là. Le programme de l'atelier, c'est le suivant. Donc, il y a cette partie, donc là pour l'instant, que je vous présente. Gwenaëlle vous présentera qui sont les participants à cet atelier ensuite. Après, on aura une deuxième partie qui sera consacrée à des témoignages de 3 territoires et on les remercie d'avoir accepté de témoigner. Donc, ils parleront de leur expérience avec des présentations relativement courtes et puis suivies d'un temps de discussion. Donc, il y aura présentation de 15 minutes, 2-3 questions de compréhension sur chaque présentation et puis après un temps un peu plus de discussion générale. Ensuite, on aura une petite pause pour permettre de souffler un peu et ensuite on reviendra pour travailler en sous-groupe. On vous donnera les contenus de ce qui est attendu, enfin de ce qu'on envisage dans les sous-groupes au moment voilà, de leur constitution. Et puis enfin, on finira par une plénière pour restituer les échanges, sachant qu'après, il y aura des comptes rendus de l'atelier qui seront produits. Alors, cet atelier, il se situe dans le cadre du RMT alimentation locale. Le RMT alimentation locale, donc c'est un réseau qui vise à favoriser la collaboration entre la recherche, l'enseignement technique et technologique agricole et les acteurs du développement agricole ou les acteurs qui, de manière générale, travaillent sur les questions agricoles et alimentaires. Les RMT, il n'y a pas que le RMT alimentation locale, hein, il y a quand même en tout cas, en France, actuellement, une trentaine de RMT qui portent sur les questions alimentaires et agricoles. Et c'est un dispositif qui existe depuis 2006 et notre RMT existe depuis 2015. Il est organisé en alors il y a plusieurs axes de travail dans le cadre de ce RMT. Il y a un premier axe, l'axe 1, qu'on appelle en gros logique entrepreneuriale et qui est là pour stratégie entrepreneuriale, pardon, et qui travaille plutôt sur l'analyse de ce qui se passe au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des exploitations ou des dispositifs et des outils, des organisations de transformation des produits alimentaires qui visent à comprendre finalement quelles sont les problématiques et les stratégies mises en œuvre par ces acteurs-là dans le cadre de la reterritorialisation de l'alimentation. On a un axe 2 qui est plus sur les questions donc, relocalisation à un niveau plus systémique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau des territoires, au niveau des systèmes alimentaires, et donc qui est là sur une approche, on va dire, un peu plus méso de ce qui est lié à la reterritorialisation. Et puis après, on a des groupes transversaux, ce sont des groupes thématiques. Donc, il y en a un sur la réglementation, qui a de gros enjeux sur la réglementation autour de la relocalisation de l'alimentation, un groupe thématique sur le numérique, un groupe thématique sur la formation, parce qu'il y a de gros enjeux de formation donc, autour de la reterritorialisation, et enfin un groupe autour de la logistique, qui est celui dans le cadre duquel se déroule cet atelier aujourd'hui. Alors, le groupe transversal, il a pour but d'identifier finalement les problématiques et les enjeux liés à la logistique des circuits courts alimentaires de proximité en France, de repérer les solutions qui se dessinent aujourd'hui, de les caractériser, de repérer un petit peu les initiatives et puis de voir aussi quels sont les manques en termes de connaissances, de compétences sur ces sujets-là. Avec plusieurs chantiers prioritaires, notamment sur la clarification de ce qui est lié à la réglementation autour de la logistique des circuits courts alimentaires de proximité, en partenariat avec le groupe thématique réglementation. Et puis,
un axe donc qui est celui sur lequel on travaille aujourd'hui, qui est sur les formes d'implication des collectivités territoriales et des territoires de projet sur ces thématiques-là, avec un but ultime qui est effectivement de capitaliser les connaissances, de mettre en lien les acteurs qui travaillent sur ces sujets-là et puis éventuellement de faire des préconisations en termes de politique publique. Il est animé par 4 personnes, donc il y en a 3 qui sont présentes aujourd'hui. Donc, mon collègue Frédéric Wallet, et moi-même qui sommes de l'INRAE UMR, de l'UMR Agir, donc qui est à l'INRAE de Toulouse. Et puis, Gwenaëlle Raton et Céline Rimbert, qui font partie de l'université Gustave Eiffel et qui sont au laboratoire SPLOT, qui est un laboratoire spécialisé sur la logistique. Hem On a plusieurs si vous allez sur le site du RMT Alimentation Locale, vous allez trouver un ensemble de ressources, à votre disposition et notamment dans la partie consacrée au groupe transversal logistique. On a produit un rapport en 2020 sur l'état des lieux des connaissances autour des enjeux logistiques des circuits courts alimentaires de proximité, avec notamment une matrice qui permet de voir quels sont les éléments à prendre en compte pour la construction d'une logistique durable de ces circuits-là. Il y a une synthèse de ce rapport. On a aussi des fiches, donc notamment une synthèse sur la réglementation autour des circuits alimentaires de proximité et en particulier la réglementation liée à la mutualisation du transport et de co-transport de produits alimentaires. Et puis voilà, donc un ensemble de ressources et des liens vers Logico, qui est un outil qui permet aux acteurs des circuits courts de calculer leurs coûts logistiques et de transport et les émissions de gaz à effet de serre et de voir comment optimiser leur logistique. Et puis aussi un lien vers les comptes rendus et les vidéos du premier atelier qu'on avait organisé l'an dernier, donc en novembre 2022, qui était consacré à comment les collectivités territoriales et les territoires de projet entrent sur la thématique logistique. Et on a signalé un chapitre d'ouvrage qui va très bientôt paraître dans un ouvrage qui est consacré justement à la logistique des circuits courts alimentaires et de proximité. Et nous, on a produit un chapitre sur comment les collectivités territoriales finalement s'engagent sur ce sujet-là. Et on a plusieurs résultats qu'on déploie dans le chapitre. Ici, vous avez quelques exemples. Donc, on a, au travers d'un questionnaire en ligne, on a pu mettre en évidence les besoins de connaissances et de compétences des collectivités sur ce sujet-là. Et on voit effectivement qu'il y a un besoin important de connaissances autour de la réglementation de cette logistique et puis de connaissances sur quelles sont les infrastructures et les outils logistiques que l'on peut développer, qui sont à privilégier sur les territoires et dans quelle mesure il est pertinent de développer des infrastructures et des outils logistiques. Qu'on a aussi pardon, un fort besoin de connaissances sur les pratiques des acteurs en matière de logistique et les coûts, les coûts logistiques pour avoir des références sur ce sujet-là. Et aussi un très fort besoin de connaissance des flux logistiques qui sont sur les territoires, raison pour laquelle on a mené cet atelier aujourd'hui autour de la question des diagnostics de flux logistiques. Un autre résultat qu'on montre dans ce chapitre-là, c'est que, on voit finalement qu'en fonction du territoire dans lequel on n'aborde pas la question logistique de la même manière et qu'on ne va pas travailler sur les mêmes axes. Et que quand on est dans un axe, dans un territoire métropolitain extrêmement urbanisé, on va travailler sur des questions différentes que si on est dans des territoires plus ruraux ou avec une urbanisation plus diffuse. Et notamment quand on se pose la question des équipements logistiques. Par exemple, on va avoir un focus dans les espaces très urbanisés sur les espaces de stockage qui sont un enjeu fort, qui va moins se retrouver dans des espaces ruraux. Donc voilà, très bientôt, vous aurez ce chapitre pour voir l'ensemble des résultats que nous avons produits. Et je laisse maintenant la parole à ma collègue, donc Gwenaëlle, pour vous parler, pour vous présenter un petit peu qui sont aujourd'hui les participants finalement à cet atelier et voilà, quelles sont les personnes qui vont discuter entre elles aujourd'hui. Merci Amélie, bonjour à toutes et tous. Effectivement, lors de l'inscription à cet atelier, vous avez répondu à certaines questions et je vous en remercie. Et cela nous permet de pouvoir préciser le profil des participants d'aujourd'hui que je vais vous présenter rapidement. Deux précisions préalables peut-être. Anne-Cécile vous a envoyé avec le lien visio les coordonnées des inscrits qui ont donné leur accord. C'était une demande qui émergeait de l'atelier numéro 1 et ça répond aussi à un objectif de cet atelier, à savoir créer du lien et favoriser l'échange. Donc n'hésitez pas à vous en servir.
Deuxième précision, cet atelier cible les collectivités et territoires de projet uniquement. Et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on est devenu un groupe très sélect parce qu'on a dû refuser des participants et notamment des membres de conseils agricoles ou des acteurs économiques. Alors, on pourra bien sûr réfléchir au format des ateliers suivants, à savoir notamment si on a intérêt pour certains ateliers à intégrer d'autres membres. En tout cas, ça répondait là aussi à une demande, c'est-à-dire d'avoir un espace de liberté de parole entre collectivités, et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus, voilà, ce groupe un peu sélect. Euh, En ce sens, ça a été précisé tout à l'heure, le seul moment public, entre guillemets, de cet atelier, c'est les trois présentations des trois collectivités qui seront diffusées sur YouTube. Pourquoi? Parce que ça permet de capitaliser leur expérience et le reste des échanges, ce sera un échange entre nous, enregistré juste pour nos besoins de rédaction d'un compte-rendu. Alors, le profil des participants d'aujourd'hui, il y a 44 collectivités qui ont répondu, donc qui se sont inscrits à cet atelier. On a une grande diversité d'échelons administratifs, néanmoins, principalement des collectivités en France métropolitaine, avec une grande représentation des régions. On a 6 régions sur les 13 régions métropolitaines, pas mal de métropoles, au nombre de 13, 5 départements et une bonne représentation des comités de communes également. Et puis, on a également des comités d'agglomération, des PNR et des PETR. Et une collectivité qui a la particularité d'avoir un périmètre qui n'est pas un échelon administratif, mais qui est calqué sur un périmètre lié à son PAT. Et on a seuls 2 participants que j'ai qualifiés de autres, et je m'en excuse, qui ne sont pas directement des collectivités, mais qui sont des acteurs publics, hein. Le point commun, c'est qu'on est tous des acteurs publics de la recherche ou des collectivités. L'ADEME qui a souhaité s'inscrire et une chercheure qui est en lien avec une collectivité qui va présenter tout à l'heure. Les niveaux d'avancement sur la logistique des circuits courts et de proximité sont assez diverses. Alors, c'est la diapo juste avant, Amélie, si tu me permets. Est-ce Voilà, attends, ouais, c'est celle-là. voilà, c'est OK, celle-là, pardon. exactement. Sont assez diverses et ça laisse présager des partages d'expériences puisqu'on a des collectivités, 17 qui se qualifient comme peu avancées, 13 qui commencent la réflexion et 10 qui se qualifient comme avancées sur la question de la logistique des circuits courts. Et sur la diapo suivante, on va pouvoir identifier à partir des réponses du questionnaire d'inscription que sur le sujet des diagnostics, vos réponses permettent d'identifier quelques spécificités du sujet d'aujourd'hui. Tout d'abord, première chose, la réalisation d'un diagnostic logistique s'apparente à un sujet qui est nouveau. Pourquoi? Parce qu'on a seules 5 collectivités qui ont réalisé une étude dédiée à la logistique des circuits courts. On a également une autre spécificité qui émerge, qui est que le diagnostic de territoire, dans le cadre de la labellisation des PAT, n'est pas nécessairement le moment de collecte de données de logistique, puisque seules 5 collectivités ont dit avoir intégré des données logistiques à leur diagnostic de PAT. Et puis, une autre spécificité qui est propre aux métropoles, 6 métropoles disent avoir réalisé un diagnostic logistique, mais sans lien direct avec l'alimentation, puisqu'il portait sur la stratégie de logistique urbaine. Donc, on aura là une spécificité qui va émerger, notamment dans les sous-groupes et via la présentation de Bordeaux. Dernier point, on identifie un sujet émergent qui est celui d'une forme d'appétence pour la quantification des flux, avec essentiellement, je crois, des communautés de communes et des métropoles qui commencent la réflexion ou ont déjà commencé à quantifier les flux sur leur territoire. Dernier point qui émerge, vous avez rempli parfois de manière assez précise vos réponses sur les besoins et les attentes liées à cet atelier. Ce qui émerge, c'est que, a priori, on va avoir des discussions sur la qualité des données logistiques issues des diagnostics de territoire, des discussions sur la difficulté à mobiliser les acteurs et aussi à prendre du recul sur les données, c'est-à-dire comment on passe des données au levier d'action. Et puis des questions qui émergent un peu plus spécifiques sur des diagnostics propres à la logistique alimentaire urbaine ou à la logistique fluviale. En gros, vos attentes, elles sont sur les grandes étapes du diagnostic, d'un diagnostic solide, et ce, à vos différentes échelles administratives.
des besoins de méthodologie pour identifier les ressources, s'approprier les enjeux, et des besoins plus spécifiques liés aux méthodes pour quantifier les flux. Et pour finir ce rapide panorama des participants, je me suis permis de reprendre une citation qui faisait partie des réponses. Et si tu veux bien remettre la diapo juste avant, Amélie, parce que je ne la connais pas par cœur, même si elle m'a beaucoup plu. Et qui, pour moi, illustre la complexité du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Je te remercie, Amélie, qui dit entre fantasmes des élus face à des outils visibles, concrets, mobilisation des producteurs au bon moment pour ne pas les décourager, mobilisation d'études au bon moment pour optimiser nos ressources, à qui faire appel, à quel moment, quelles données rechercher exactement. Je crois que ça illustre bien l'ampleur des discussions qu'on va avoir tout de suite. Et je vous propose de laisser la parole pour rester dans le timing aux trois collectivités qui nous font l'honneur de présenter leur territoire et leur questionnement sur les diagnostics de territoire et de logistique. Euh, je donne la parole en premier peut-être à Apolline, je crois que c'était dans le programme. On va se laisser une ou deux questions maximum entre chaque intervention, juste de compréhension, s'il y en a. Et on se laissera du temps pour discuter après les trois présentations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre tout de suite dans le chat, on pourra les repasser. Et puis, on va essayer de tenir le timing. Donc, c'est 15 minutes de présentation par collectivité. Apolline, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis chargée de mission sur le PAT, donc projet alimentaire territorial de Bordeaux Métropole, et je vais vous parler des réflexions que nous avons sur les questions de logistique et d'étude des flux. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, mon écran est partagé. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, très bien. Ok, merci. Alors, pour remettre sur le contexte du territoire de Bordeaux Métropole, donc Bordeaux Métropole est un territoire de 28 communes, on a plus de 800 000 habitants. 50% de notre territoire correspond à des espaces naturels et agricoles. Et à Bordeaux Métropole, on a 1800 hectares inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on est un territoire assez attractif puisque le rythme de croissance est quand même assez élevé. Donc, on a des nouveaux habitants tout le temps. Donc, c'est un contexte à prendre en compte aussi quand on parle de logistique sur notre territoire. Alors, pour faire une présentation un peu générale de Bordeaux Métropole, donc comme je disais, on est un territoire attractif, autant pour les habitants qui viennent s'y installer, mais aussi pour les entreprises. Donc, on a plusieurs zones économiques sur notre territoire, ce qui engendre aussi des sujets logistiques par rapport à ces zones-là. Donc, nous, on a des zones qui s'appellent des OIM, donc des opérations d'intérêt métropolitaine, sur des sujets assez spécifiques, sur des secteurs économiques précis, type l'OIM Bordeaux Aéroparc. Donc, c'est toutes les grosses entreprises d'aéronautique. Voilà, et donc toute cette attractivité économique de notre territoire fait que la logistique est une grosse question et que donc nous, notre direction du développement économique réfléchit quand même beaucoup sur ces questions de foncier, quel foncier on garde pour créer des zones logistiques. Donc maintenant, pour donner quelques informations sur la partie agricole de notre territoire, donc on a 5500 hectares de surface agricole utilisée sur le territoire, ça correspond à peu près 10% du territoire. On a 148 exploitations, en tout cas en 2022. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, les exploitations, elles sont surtout au nord du territoire et on a surtout des prairies, terres arables, des exploitations viticoles évidemment. Et on a 20,5% de notre SAU en agriculture bio. Alors, on a fait un diagnostic agricole en 2021, enfin, sur les données de 2021, et on a pu le comparer avec un premier diagnostic agricole qu'on avait fait en 10 ans plus tôt. Et donc, on voit qu'on a une perte des hectares agricoles,
sur le territoire. Et un des gros soucis que nous avons, mais je pense que vous êtes beaucoup à le partager, c'est que nos exploitants sont vieillissants et donc on a des gros soucis de succession. Et dans ce diagnostic agricole de 2022, on a aussi, demandé aux agriculteurs quels étaient leurs circuits de commercialisation, et 58 des exploitations enquêtées ont répondu, qu'ils utilisaient des circuits courts pour la commercialisation. Donc on sait qu'on a, quand même un sujet, sur la partie, logistique, transport, pour, nos agriculteurs, en tout cas les agriculteurs de Bordeaux Métropole. En termes de politique agricole et alimentaire, depuis, 2020, les dernières élections en fait, on a un élu, donc monsieur Papadato, qui est, vice-président et qui porte une délégation nature, biodiversité et résilience alimentaire, donc c'était tout nouveau. Et en fait, c'est de par, la présence de ce vice-président que, il y a eu un engouement pour, la création d'une politique agricole et alimentaire. Alors, la création de ce PAT, il a été facilité parce que Bordeaux Métropole est partenaire d'un projet européen qui s'appelle Food Trails, qui permet en fait de financer 2 contrats de projet de 3 ans, ce qui n'est pas rien vu que l'équipe alimentation est passée de 1 agent à 3. Donc c'est quand même pas, voilà, c'est quand même, utile les fonds européens pour ça. Et donc, l'équipe, agriculture et alimentation, donc on est 5 agents, a construit pendant, 2 ans avec les acteurs du territoire, le plan d'action de la politique, agricole et alimentaire, métropolitaine. Elle a été adoptée en novembre 2022 et on a été labellisé PAT en, janvier 2023. Alors pour présenter rapidement, cette politique, donc c'est un plan d'action de 45 actions, avec une partie sur une métropole, volontariste qui fédère les acteurs du territoire autour du PAT, donc avec un gros axe transversal sur les questions de gouvernance et comment on va aller travailler en fait avec les différents acteurs qui gravitent autour du système, alimentaire local. Ensuite, une partie sur, une production agroécologique préservant la biodiversité des producteurs et résiliente au changement climatique. Et ensuite, de nombreuses actions pour, rendre accessible une alimentation bio locale à tous les habitants, que ce soit chez eux ou en restauration collective. Et donc pour ça, on a notamment un axe sur, le développement de circuits courts et de proximité, dans lequel nous avons une action sur la logistique alimentaire, mais du coup, j'aurai l'occasion d'en reparler ensuite. Donc, pour présenter maintenant comment on a réfléchi nous au sujet de logistique. Donc en fait, il s'est passé 2 choses en même temps sur notre territoire. C'est la construction du PAT et la construction d'une feuille de route logistique. Donc pour la construction du PAT, on a eu de nombreux groupes de travail, donc comme je l'ai dit, avec les acteurs, agricoles et alimentaires du territoire. On considère on a à peu près 400, personnes qui ont été mobilisées sur les 2 ans. Hem Et pour la partie, construction de la feuille de route logistique, donc de nombreux services de Bordeaux Métropole, ont été, mobilisés, et les acteurs, logistiques du territoire avec de nombreux temps de concertation. Et donc les deux travaux se sont menés, en parallèle. Nous sur la partie, PAT, on a, en même temps que la concertation, réalisé un diagnostic général du système alimentaire local. Et en fait, ce qui est ressorti de ce diagnostic, c'est qu'on avait un gros manque de données sur, les questions de flux logistiques, parce que finalement, on avait très peu de données sur, les approvisionnements locaux, de la restauration collective, par exemple, ou alors, les sites logistiques qui existaient sur notre, territoire, comment, les différents acteurs, transportaient, la marchandise. Enfin, finalement, en fait, en fait, on n'en sait rien, pour être, tout à fait, sincère. Ou en tout cas, on ne sait pas grand-chose. Et du coup, vu que les 2 réflexions entre la création du PAT et de la feuille de route se sont faites en même temps, on s'est dit que vu que c'était un nouveau sujet, qu'il fallait vraiment qu'on se pose sincèrement dessus, au lieu de bâcler, on va dire, un petit plan d'action, sur la logistique alimentaire, on a décidé que, en fait, dans les 2 feuilles de route, il y aurait une action sur, comment on allait travailler sur la logistique alimentaire, via notamment
le lancement d'une étude dont je vais parler après. Et qu'à partir de cette étude, en fait, on lancerait des solutions concrètes et que du coup, on ne ferait pas l'inverse. C'est-à-dire que dans le plan d'action, on met des actions concrètes logistiques qui finalement, si ça se trouve, ne correspondent pas du tout aux besoins, vu que nous ne connaissons pas les besoins. Voilà, et donc toutes ces réflexions, pour, qu'est-ce qu'on doit lancer comme étude? Quels sont les besoins? Quelles sont les possibilités aussi de Bordeaux Métropole sur les sujets, logistiques, qui est quand même un gros sujet, parce que je pense qu'on est tous dans la même situation, qu'on n'a pas que la logistique dans nos sujets. Donc il faut bien réfléchir aux moyens financiers, aux moyens humains, aux soucis de compétences aussi. Donc voilà, on avait bien envie de se poser, de poser nos cerveaux, vraiment, vraiment concrètement sur, qu'est-ce que Bordeaux Métropole peut faire, et du coup de lancer une étude, qui ensuite ne partirait pas un peu en n'importe quoi. Et donc pour cette étude, on a réfléchi notamment parce qu'on a candidaté à l'appel à projet, PNA, sur les questions de flux logistiques, et on a aussi candidaté à la Banque des territoires sur, les questions logistiques aussi. Et donc pour réfléchir à cette étude et construire en fait, nos candidatures pour ces 2 appels à projets, on a fait plusieurs réunions, en interne, donc avec les différentes directions de Bordeaux Métropole engagées sur le sujet, et en externe avec, donc tous les acteurs, agricoles, alimentaires, logistiques, qui sont dans nos partenaires. Hem, on a aussi rencontré, des potentiels prestataires, de l'étude. Et on a aussi fait, là, très récemment, une rencontre du conseil agricole et alimentaire, de notre territoire, sur les questions logistiques, et on a essayé, lors de cette rencontre, de faire remonter, en fait, leurs, besoins en termes logistiques. Ça n'a pas trop pris. Donc du coup, on va lancer là, dans les prochaines semaines, un questionnaire, sur les besoins logistiques des acteurs du territoire. Donc ça va être un questionnaire assez facile sur: est-ce que vous avez des soucis liés au stockage? Est-ce que vous avez des soucis liés à vos véhicules? Et cetera, et cetera. Pour en fait, internaliser une première partie de l'étude, tout simplement sur, et du coup, quels sont les besoins de notre, des acteurs de notre système, alimentaire local? Pour que, encore une fois, les actions qui seront lancées après correspondent à un réel besoin et ne soient pas, complètement hors sol. Et du coup, l'idée, c'est que l'étude des flux dont je présente le contenu juste après, soit lancée en 2024. Hem Et puis, voilà, je crois que j'ai tout dit sur ça. Voilà, donc pour vous parler de l'étude des flux, donc comme je l'ai dit, en fait, on a réfléchi pendant très longtemps aussi dans les plans de charge qui sont les nôtres, sur, qu'est-ce qui serait utile de savoir, sur ces questions de flux, alimentaires, sachant qu'encore une fois, il y a des problèmes de moyens humains sur, après comment est-ce qu'on suit cette action, sur la logistique alimentaire, des problèmes, de moyens financiers, puisque quand on parle de création de sites logistiques, on n'est pas sur des petits budgets, mais aussi sur des soucis de compétences, puisque Bordeaux Métropole n'est pas un opérateur de la logistique, mais peut faciliter la création de services logistiques, et cetera. Donc nous, on avait vraiment envie de faire une étude qui soit utile, et que ce ne soit pas juste une étude qui nous permet d'avoir des jolis Excel remplis, et qu'en fait ça ne serve pas à grand chose après. Donc en fait, on a réfléchi sur les données qu'on avait déjà grâce au diagnostic réalisé pour la construction du PAT, et du coup, des données qui nous manquaient. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un gros trou dans la raquette sur la partie circuit de commercialisation des agriculteurs de notre territoire. Donc ça va être un premier lot de l'étude sur, quels sont les circuits logistiques, des agriculteurs, et du coup, quels sont leurs besoins. Donc là, on va aller creuser sur les questions de commercialisation des acteurs, des agriculteurs, et cetera. En fait, quel, heu, oui, bon bref, leur circuit logistique. Et ensuite, on va avoir une grosse question sur, connaître l'offre locale,
sachant que nous, le local, c'est très large dans notre PAT, c'est la Nouvelle-Aquitaine plus les départements limitrophes, donc c'est beaucoup, c'est une grosse partie de la France. Et du coup, hem, on va aller chercher ce qui est produit, en fait, dans cette zone-là. On va aller chercher, quels sont les acteurs qui, aujourd'hui, utilisent des circuits courts et de proximité, donc de la restauration collective, restaurants, magasins, et cetera, et qui aimeraient, réaliser, des approvisionnements en circuits courts et de proximité, mais qui sont bloqués notamment pour des soucis, logistiques, et en fait mettre cette demande face à l'offre, hem, du coup en travaillant un peu sur la totalité du système, alimentaire. Et ensuite on aimerait identifier, les acteurs logistiques, qui sont présents sur notre territoire. Parce que ça, c'est aussi, ce qui ressort beaucoup, des échanges avec les acteurs locaux, c'est que finalement, il y a une faible connaissance des solutions logistiques qui sont déjà, proposées. Alors certes par des privés, mais en tout cas, les solutions existent, mais elles sont très peu connues. Et du coup, ce fameux questionnaire dont j'ai parlé, tout à l'heure, qui va nous permettre de connaître les problèmes logistiques des acteurs, du territoire, donc ça qu'on a internalisé. Pour le reste des lots, ce sera externalisé, donc avec des prestataires. Donc ça, c'était pour la première partie de l'étude, et on va avoir une deuxième partie de l'étude pour connecter ces besoins aux solutions identifiées, et donc là, réfléchir à, du coup, concrètement, on a vu tous ces besoins, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin de créer des sites logistiques? Est-ce qu'on a besoin de juste, faire davantage de mise en lien entre les différents acteurs du système alimentaire? Hem, donc voilà, et du coup, l'étude sera, suivie par un consortium d'acteurs locaux et les instances de gouvernance du PAD qui, en fait, sont composées pour une grande majorité, par des acteurs, du système agri-alim, local. Voilà, j'ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Parfait Merci respect du beaucoup. timing. Ouais, OK. impeccable. Est-ce que, il y a, 1 ou 2 questions maximum de compréhension indispensables, ou est-ce qu'on passe à la présentation suivante et pour laisser un temps de discussion, après la présentation des 3 collectivités? Je vois pas de besoin émerger indispensable à la Le compréhension. Donc si vous voulez, je donne la parole à Louise qui peut partager Oui, son écran. je partage mon écran, comme ça ce sera fait. Hop. Alors évidemment, ça marche pas exactement comme tout à l'heure. Hop. Tout petit instant. Mmh. Ah voilà. J'en profite pour signaler que si vous avez déjà des questions à poser sur la première présentation, n'hésitez pas à mettre dans le chat et puis on vous donnera la parole ensuite. C'est bon, vous voyez tous? Là, c'est bon, oui. Parfait. Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Louise Gémini Perrin. Je suis chef de service au PETR du Pays d'Épinal, au centre des Vosges. Et j'ai pour mission en partie le pilotage et la coordination du projet alimentaire territorial. Pour contextualiser notre territoire, donc on est on représente 3 intercommunalités, 3 EPCI, dont 168 communes et à peu près 140 000 habitants. C'est un territoire au sein du département vosgien assez rural, voire très rural, avec quand même une partie semi-urbaine, notamment sur l'agglomération, donc l'intercommunalité en vert, dans laquelle il y a la préfecture des Vosges, donc la ville d'Épinal. Et ce PETR représente 37% de la surface agricole des Vosges. Euh, on a quand même beaucoup d'exploitations agricoles, je reviendrai dessus après. Pour la politique alimentaire du territoire, donc on est porteur d'un PAT, d'un projet alimentaire territorial, qu'on essaye de mettre en place à plusieurs échelles, donc à niveau local sur notre PETR,
Un plan d'action a été validé en 2022. On a été labellisé niveau 1 en 2021 et là, on tente la labellisation niveau 2. Donc dès le départ, en effet, dans les diagnostics agricoles lancés en 2021, le frein de la logistique a été identifié. Et on a créé aussi une dynamique inter-PAT, puisqu'il y a 3 PAT sur le territoire vosgien. Il y a 4 PETR et 3 PAT portés par des PETR. Et on s'est associés tous les 3 en collaboration pour porter en fait chacun un projet pour le compte des 3 PETR pour développer des actions à vocation départementale pour avoir vraiment une échelle macro. Et donc, c'est le PETR du Pays d'Épinal qui a été identifié pour porter un projet de création d'un service public du transport, ou d'un outil logistique, puisque ça a été identifié comme un frein. Voilà, on travaille aussi avec la région Grand Est à plusieurs niveaux, bien sûr. Donc pour le PETR, on est, donc, comme je le disais, un territoire agricole, principalement terre d'élevage, au premier rang sur le Grand Est, niveau vaches laitières et production de viande bovine, et représentatif de l'industrie agroalimentaire. On a 787 exploitations, dont une centaine en circuit court. Donc on est quand même, on va dire qu'on a un bon niveau de circuit court, mais qui est quand même largement représenté par de la filière longue pour l'instant, au niveau de l'exploitation. Une agriculture en AB qui est en augmentation. Les mêmes sujets sur le renouvellement des générations agricoles, puisque 51% des chefs d'exploitation ont plus de 50 ans. Sur le PETR du Pays d'Épinal, on a des outils de transformation assez structurants, que ce soit un abattoir de proximité, une légumerie. C'est important de le dire puisque c'est dans le diagnostic logistique, c'est l'outil qui est privilégié pour porter cet outil logistique. Et on a évalué un manque clairement d'approvisionnement de produits locaux dans la restauration hors domicile. Mais pour autant, un besoin de nouveaux débouchés pour les producteurs. Donc, ces diagnostics de territoire ont été lancés en 2021, comme je le disais, auprès de producteurs et auprès de la restauration collective. Et dans ces diagnostics, on a identifié en fait 90% de producteurs qui règlent leur logistique en interne, donc qui agissent vraiment à l'échelle de leur exploitation pour effectuer les livraisons. Des freins principaux qui ne sont pas seulement la gestion des livraisons et des problèmes logistiques, mais aussi le sourcing ou la méconnaissance de l'offre locale, et bien sûr le coût, notamment pour la RHD, qui empêcherait un approvisionnement local. On a une plateforme aussi qui fait facilitateur entre les acheteurs et les producteurs sur le département, qui est AgriLocal, mais qui ne règle pas ces problèmes logistiques. Donc, il y a quand même un besoin, une nécessité d'aller vers cette solution logistique. Donc, la solution dans le plan d'action est intégrée d'essayer de trouver une réponse ou créer un outil logistique collectif de proximité. Évidemment, on sait que cette solution ne répondra pas à tous les freins, mais qu'elle arrivera en complémentarité à d'autres actions, et notamment justement cette méconnaissance de l'offre locale. Donc, il y a tout un intérêt aussi du PAT à aller vers de la facilitation entre les acheteurs et les producteurs. Alors, je vais essayer de synthétiser ce tableau. Donc, comme je l'ai dit, donc diagnostic PAT lancé à l'échelle du PETR, une démarche interpat importante dans le cadre du diagnostic logistique, puisque ce projet-là s'inscrit dans cette démarche inter-PAT. On a pu du coup déposer un appel à projet PNA auprès de la DRAF de cette dynamique interpat, qui nous a permis de financer le lancement de la première étude logistique. Et donc cette étude logistique que je présenterai après a 3 phases, avec une méthode un peu classique, avec une étude de faisabilité, d'opportunité plutôt, pour savoir l'opportunité de création d'un outil logistique, une étude de faisabilité technique et le lancement opérationnel de l'outil. Sur la première phase, donc étude d'opportunité, on a identifié la Chambre d'agriculture, qui est notre partenaire sur ce sujet-là,
On a contractualisé avec la chambre pour lancer cette première phase et donc elle est financée dans le cadre du projet déposé à la DRAF. Ensuite, l'évolution de la première phase a un peu changé, je reviendrai dessus après et on s'est associé en fait avec l'INRAE qui travaillait parallèlement avec un autre PETR du territoire avec lequel on travaille sur le sujet pour la création d'un observatoire des flux des systèmes agroalimentaires. Et étant donné que l'étude logistique et le recensement des données pour implémenter cet observatoire arrivait au même moment, on a mutualisé les 2 études, en tout cas les 2 questionnaires. Ça nous a permis ensuite, entre septembre et octobre, de lancer les collectes de données et de lancer à l'échelle départementale un questionnaire assez riche pour vraiment avoir une vision complète des producteurs, des artisans, des commerçants et de la restauration publique, donc vraiment auprès de tous les acteurs du système alimentaire vosgien. Et là, en ce moment, on est sur la deuxième phase de l'enquête de la première phase, qui vise à approfondir justement les données logistiques sur les acteurs qui ont répondu favorables à être recontactés sur la première enquête. Voilà. Et ensuite, on restituera cette première phase d'étude en mars 2024. À la base, ça devait être en décembre 2023, mais évidemment, le temps de collecte de données étant assez important, on a décalé dans le temps la restitution de l'étude. Donc en effet, la méthode initiale, j'en ai parlé. Là, je vais me concentrer sur la phase 1, l'étude d'opportunité, puisque c'est celle qui nous concerne, nous, actuellement. Donc l'idée, c'était en effet de, comme Bordeaux, voilà, évaluer l'existant des formes logistiques au niveau local, mais aussi faire un benchmark au niveau national pour avoir un partage d'expérience. On est parti aussi d'une étude de cas d'un collège pour identifier la nécessité d'évaluer les freins en termes de logistique d'une restauration scolaire. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir une étude chiffrée en termes de volume, de type de produits transportés et surtout d'établir la motivation des acteurs à intégrer un outil logistique de proximité. Donc via 2 enquêtes, l'enquête élargie, qu'on a finalement mutualisée avec la dynamique, avec le projet de l'Observatoire des flux des systèmes agroalimentaires. Et une deuxième enquête plus spécifique au niveau de la logistique, qu'on a restreinte cette fois-ci aux seuls producteurs en circuit court et en vente directe, mais aussi en mix, donc à la fois filière longue et circuit court vente directe, aux magasins de producteurs, aux transformateurs et aux restaurations hors domicile public. Pourquoi on va enlever de ce deuxième questionnaire les artisans et les commerçants et les restaurateurs privés? C'est parce qu'au premier questionnaire, ils ont vraiment très peu répondu. Donc on a compris finalement qu'il serait plus intéressant de revenir vers eux une fois qu'on aura un outil opérationnel à leur proposer. Et donc l'idée lors de la restitution de l'étude, ce sera d'élaborer plusieurs scénarios de mise en œuvre du programme d'activité de cet outil pour proposer un cahier des charges précis afin de lancer la phase 2 qui sera une étude de faisabilité technique. Donc là, on ouvrira très certainement un marché public pour choisir un prestataire qui nous permettra de rédiger le programme d'activité, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes de localisation de l'outil, que ce soit en termes de modèle économique ou de réglementation juridique. Et enfin, une étape 3 pour accompagner le porteur de façon opérationnelle. Je tiens à préciser qu'on a ajouté une étape aussi dans cette méthodologie après la phase 1. Il y aura très certainement des temps politiques puisqu'on travaille en interpath pour essayer de valider ce cahier des charges, donc il va prendre un peu de temps. Et on aimerait aussi lancer un atelier collectif avec les personnes interrogées qui ont répondu motivées pour vraiment convaincre de visu
à l'outil logistique et essayer de co-construire avec les acteurs concernés cet outil. Je tiens aussi à préciser qu'au niveau du PETR, il a été dès le départ un peu identifié un porteur qui serait une légumerie en insertion qui vise à transformer donc des fruits et légumes en 100% bio et circuit court et qui alimente la RHD publique notamment. Pourquoi? Parce que cette légumerie est au centre du PETR d'Épinal qui représente la zone de chalandise la plus importante sur le territoire. Après, voilà, rien ne nous empêche, au regard de restitution de la première étude, de modifier ce premier instinct. Sur le bilan un peu voilà, de l'étude, étant donné qu'on avance plutôt bien et les difficultés qui en résultent, le fait de travailler en interpath est assez innovant et à notre avis plutôt pertinent, étant donné que là, dans le benchmark national qu'on effectue, lorsque des outils logistiques comme ça ont été créés à petite échelle, la massification après des transports a complexifié les choses. Donc là, on part vraiment d'une échelle macro pour identifier voilà, des flux et surtout massifier les transports. Mais la difficulté, c'est en effet la largeur du territoire. Ensuite, la mutualisation qu'on a effectuée avec l'Observatoire fait qu'on a travaillé avec des instituts de recherche, avec les 3 consulaires, CCI, CMA, Chambre d'agriculture. Mais il a été difficile, en effet, de travailler en termes de valeurs différenciées entre des consulaires ou des instituts de recherche, qui a fait qu'on a décalé forcément le calendrier. Pour aller un peu vite, nous, le cadrage de l'étude, il se fait en B2B, c'est-à-dire de pro à pro. On va donc identifier les flux en termes de professionnel à professionnel. Le but, c'est pas justement d'identifier des systèmes logistiques de groupements de producteurs qui viseraient à faire des points de vente directs auprès des consommateurs. L'idée, c'est vraiment d'approvisionner la restauration hors domicile, donc d'aller vers du professionnel agricole, vers du professionnel de la restauration, en passant par les transformateurs. En termes opérationnels, du coup, l'enquête qu'on a lancée auprès de 6000 ressortissants a été très large. La difficulté, clairement, ça a été de constituer une base de données actualisée. Le temps nécessaire à ce recensement et qui va nous emmener forcément à une partie de relance de certains producteurs et de certaines restaurations et d'effectuer des entretiens de visu, puisque je reviendrai après, mais sur les 6000 questionnaires, on a eu à peu près 200 réponses, ce qui n'est pas assez. Voilà, je pense que c'est bon sur ça. Tout le monde m'entend parce que comme je ne vois pas... Oui, c'est bon. Oui. Oui, très bien. Merci. Mince. Du coup, sur les données enfin les premiers résultats de l'étude qu'on a pour l'instant, c'est intéressant, je trouvais intéressant de vous redonner l'étude de cas du collège qu'on a effectuée, puisque ça confirme la nécessité de partir sur ce besoin logistique, puisque on a utilisé donc l'outil Logicoo, je pense dont on parlera plus tard, pour évaluer justement en termes de prix du coût du transport par kilo, le gain économique que ça pouvait représenter s'il y avait une massification de produits transportés. Donc, de base, le coût du collège en termes de transport, c'est 0,50 centimes d'euros par kilo, avec 150 tonnes de transport annuel transporté. Mais si on massifie ces transports à 300 tonnes, on gagne en dépensant 30 centimes d'euros par kilo transporté. Et ce qu'on a évalué, c'est une offre un gain au niveau économique, un gain au niveau environnemental. On a évalué avec Logicoo 40 à 70% de kilomètres en moins parcourus. Un gain en termes de transfert de travail dans l'hypothèse où on allait justement vers de l'insertion et un gain en termes de temps économisé sur les fermes. Donc, validation d'une nécessité
de créer un outil logistique, ou en tout cas pas de créer un outil logistique, mais de travailler sur l'opportunité en termes d'outils logistiques. Sur le benchmark au niveau national, on voit que les modèles de l'insertion créent des difficultés au niveau de la pérennité économique de l'outil. Je pense que tous les outils d'insertion, c'est le cas en France aujourd'hui. Donc, on a un vrai questionnement sur un modèle d'insertion pour la création de cet outil logistique. Sur les taux de retour du questionnaire 1, donc qu'on a mutualisé avec l'INRAE et l'Observatoire des flux, on a quand même eu 15% de producteurs qui ont répondu, quand on se concentre que sur les producteurs en circuit court, vente directe ou mixte, sachant que les filières longues ont vraiment très peu répondu, donc ne se sentent pas forcément concernés par cet enjeu. On a une grosse représentativité aussi dans les producteurs qui ont répondu de l'agriculture biologique par rapport à ce qui existe sur le territoire vosgien. Donc finalement, encore une fois, on valide la nécessité de travailler sur la question logistique. Les points de vigilance qu'on a identifiés, c'est déterminer justement les utilisateurs et les bénéficiaires dans un premier temps de cet outil logistique, qui serait donc les magasins de producteurs, la RHD publique, comme je le disais, et pas forcément la restauration privée ou les artisans. Ce public-là interviendrait dans un second temps, sachant qu'a priori, il souhaiterait quand même avoir une proposition opérationnelle dès le départ, donc avec un outil qui fonctionne déjà. On voit aussi la nécessité d'insister sur la notion de service public de cet outil, donc réflexion sur l'implication des collectivités, réflexion sur le statut juridique d'un outil, réflexion sur quel type d'outil. Est-ce que, a priori, on aimerait éviter d'aller sur une plateforme d'achat-revente, mais vraiment sur quelque chose d'un hub un peu, hybride, avec différentes tournées de livraison, en partant d'une plateforme de stockage avec plusieurs livraisons qui permettraient aux producteurs, c'est un peu compliqué pour l'instant, mais en gros, le transport partirait du hub, irait ensuite rechercher les produits du producteur pour les emmener ensuite sur les restaurateurs, qui seraient dans un premier temps leurs clients principaux. Donc, la recherche de nouveaux clients, de nouveaux débouchés arriverait en second temps. Ce qu'on a vu aussi, ça rejoint aussi les réflexions qui ont été menées dans le cadre du RMT pour l'instant, c'est sur le système de véhicule qui permettra de transporter ces produits, puisque dans les réponses au questionnaire, tous les producteurs ont des typologies de produits différents, à des températures différentes et à des conditionnements différents. Donc, il faudra qu'on trouve des véhicules vraiment mixtes qui permettront de transporter des produits différenciés. Et quid aussi de l'utilisation d'un outil simplifié pour utiliser l'outil logistique, application, SMS, mail, voilà. Donc toutes ces questions-là, on va les poser aussi dans le deuxième questionnaire, et qui va être lancé là cette semaine, dans lequel on va identifier auprès des personnes qui ont répondu au premier questionnaire leur fonctionnement logistique interne et la perception du projet, leur perception du projet. Donc, quels coûts ils sont prêts à mettre pour cet outil logistique-là, et comment ils entrevoient le projet. Donc, on essaye vraiment de co-construire le projet avec les personnes qui ont été interrogées. Pour le lancement... Il faudrait conclure. Hein, ça, on a déjà Oui, parfait. une minute. C'est la dernière slide. Okay. Voilà, c'est juste sur les lancements de la phase 2. Donc, comme je le disais, on va rechercher des financements, et on voyait des financements européens pour le lancement de la phase 2. Donc, qui permettrait de définir le modèle économique et surtout les coûts d'investissement d'un tel outil. Voilà. Et merci. Je vais... Ouais, le partage. Est-ce qu'il y a une ou deux questions de compréhension de la présentation? Levez la main si c'est le cas.
Sinon, on va passer à la troisième et dernière présentation, donc de la région de Normandie. Donc, Guillaume, je vous laisse partager l'écran. Oui, bonjour à tous. Guillaume Lepont, je suis chargé de projet alimentation locale à la région Normandie. Donc, je m'occupe de tout ce qui est développement des circuits courts et aussi de la coordination d'une politique alimentaire qui vise à approvisionner l'ensemble de nos lycées en produits locaux. Juste pour vous présenter très rapidement le territoire normand, il compte 3,3 millions d'habitants. Sa superficie est... Allô? Vous On n'a m'entendez? pas on n'a pas le PowerPoint. Ah, il s'affiche pas? Non. Alors, ah oui, pardon. Ce serait dommage parce que les cartes sont vraiment belles. Ouais, il y avait des c'est flux, bon. c'était super J'ai beau. oublié j'étais déjà Hop. en mode Ah voilà, présentation. c'est bon, Voilà. super, merci. Donc le territoire normand, il compte 3,3 millions d'habitants, sa superficie 29 000 km². Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la taille de l'Arménie ou de l'Albanie. Le niveau médian des Normands, le niveau de vie médian est autour de 21 000 €, voilà, 600 km de côte, et des sites très visités. Vous êtes peut-être déjà allé en vacances, le Mont-Saint-Michel, le cimetière militaire de Omaha Beach, ou alors les jardins de Claude Monet. Concernant l'agriculture normande, on compte 26 500 exploitations d'après le dernier recensement agricole, 3 279 exploitations en circuit court et un grand nombre de productions, notamment on est première région productrice de fromage au lait de vache, productrice de beurre, de crème, pommes à cidre, lin textile, poireaux et de chevaux aussi. Voilà, on est une terre voilà, favorable à l'accueil des chevaux. On est majoritairement sur voilà, une terre d'élevage, notamment dans la Manche, d'élevage laitier, grande culture et polyculture élevage dans la plaine de Caen, plateau du Neubourg et pays de Caux. Voilà. Et puis pays de Bray aussi, terre d'élevage, notamment avec d'élevage laitier avec le Neuchâtel. Sur la partie pêche et aquaculture, j'ai découvert là d'ailleurs en me relisant qu'on était la première région productrice de saumon, de méduses et d'hippocampes. Voilà, c'est anecdotique, mais c'est plutôt rigolo. Mais sinon, on a une grande diversité d'espèces pêchées sur nos côtes. Et puis aussi, on est connu pour le bulot, la coquille Saint-Jacques et les huîtres de Normandie. On a plusieurs politiques alimentaires sur notre territoire. Donc, on a la politique régionale agriculture, on a une politique pêche et aquaculture, une politique restauration scolaire, une politique équine et une politique forêt-bois. Toutes ces politiques sont mises en œuvre depuis 2016 dans le cadre de l'ancienne mandature et qui a été reconduite lors des dernières élections. On a aussi des sujets qu'on appelle des sujets présidents qui sont suivis très fortement par nos élus. Une politique légumineuse à alimentation humaine, protéines végétales légumineuses, une politique de mise en avant des races patrimoniales normandes. La vache normande, par exemple, est en déclin, même s'il y en a encore beaucoup, elle est en déclin depuis une dizaine d'années. Et une politique aussi pour la mise en avant de notre patrimoine gastronomique, avec des concours de cuisine, des marchés de producteurs normands sur Paris, etc. Donc tout cela est traduit par une volonté très très forte de notre président de suivre tous ces volets-là, agriculture et alimentation. Et on a un axe logistique qui est évoqué dans notre politique régionale agriculture et aussi surtout dans notre politique régionale restauration scolaire, qui comprend voilà, 4 grandes orientations: la lutte contre le gaspillage alimentaire, la structuration des filières, la réorganisation de nos achats sur le territoire avec la commande publique, la formation et la sensibilisation des plus jeunes. Concernant la réalisation du diagnostic logistique, alors juste avant de vous faire un petit état de la logistique en Normandie, c'est une région qui est quand même surtout marquée par les exportations. On produit beaucoup, mais on exporte aussi beaucoup, notamment tout ce qui est céréales et produits laitiers qui sont au cœur des flux normands. On a 2 grands ports, Rouen et Le Havre, voilà, d'où partent les céréales et arrivent aussi beaucoup de choses, pour ensuite peut-être aller sur Paris, puisqu'on est situé dans l'axe Seine-Normandie. 2 marchés de gros, le mine de Rouen et un marché de gros privé sur l'agglomération de Caen. Et je vais faire le focus aujourd'hui sur le diagnostic logistique concernant notre politique régionale Je mange normand dans mon lycée, puisque tout part de là. Elle a été mise en œuvre à partir de 2016. Il y avait eu une précédente politique avant la fusion des 2 régions, mais peut-être pas une volonté aussi marquée de travailler sur ces questions logistiques.
Concernant la chronique de dispositifs, alors c'est un peu le bazar parce que finalement il se passe plein de choses. Déjà il y a la prise de conscience, donc on a lancé notre politique régionale Je mange dans mon lycée, mais sans se poser encore la question de la logistique. C'est en faisant des concertations qu'on s'est aperçu que c'était une vraie problématique et un point noir, et donc il fallait trouver des actions pour structurer euh, cette problématique-là. Pour autant, dans les actions qui nous sont évoquées, c'est il faut créer une plateforme logistique, il faut acheter un camion pour qu'un tel puisse livrer un tel, mais ça reste une réflexion à une échelle voilà, très petite, très locale, qui est bien sûr pertinente, mais qui ne nous permettait pas d'embrigader ou d'embarquer suffisamment de monde sur cette question de la logistique. Donc nous, on est parti sur une échelle un peu plus régionale, en collectant les données de tous nos lycées, donc sachant qu'il y a plein de données différentes, EasyList, Cocunel, Écureuil, Presto, selon si c'est un lycée agricole, un lycée public, etc. On a collecté les données de nos fournisseurs, c'est-à-dire qu'on a contacté tous nos grossistes, un par un. On compte 680 fournisseurs sur le territoire normand. Et on a contacté 100 grossistes. Je les appelle tous les ans au téléphone, donc ça prend du temps. J'ai l'appui d'une collègue ou d'un stagiaire pour le faire. Et on leur demande de nous transmettre les données en précisant bien ce que l'on veut. Part de produits bio, produits Egalim, produits normands, non normands, et tout le détail des données. J'ai un des fournisseurs, c'est 100 000 lignes Excel de produits livrés à l'année sur l'ensemble de nos lycées, sachant que toutes les commandes que je peux avoir, mais qui, elles, sont déjà regroupées par famille de produits, ça représente 300 000 lignes Excel sur nos données issues d'EasyList, puisqu'aussi on est en cours de changement de logiciel, ce qui va permettre de collecter les données beaucoup plus rapidement. Et ce qui a été vraiment difficile, c'est de savoir comment faire le tri de toutes ces données, de toutes ces informations, et comment trouver la bonne méthode pour réussir à l'analyse de notre pourcentage de produits normands. Là, je ne suis pas encore sur la partie logistique, je suis toujours sur l'analyse du pourcentage de produits normands. Mais en fait, c'est au fur et à mesure qu'on a analysé le pourcentage de produits normands pour savoir d'où on partait pour atteindre les objectifs de notre politique régionale, qu'on s'est dit qu'en fait, cette base de données, on pouvait s'en servir pour en fait faire plein d'autres choses, et que c'était une mine d'or. Et à partir de cette base de données, on analyse finalement plein d'autres choses, plein de variables qualitatives, quantitatives, binaires. Et on en vient du coup sur la partie logistique. Puisque du coup, comme on a collecté toutes les données de nos fournisseurs, on sait qui sont nos fournisseurs, on a leur SIRET, on sait voilà, la localisation de leur siège, de leurs entrepôts. On en vient à faire une cartographie des flux, mais dans un premier temps, qui va être une cartographie des flux immatériels, logistiques immatériels et financiers. Voilà, ramener au chiffre d'affaires des montants des commandes sur une année civile. Il faut savoir qu'on s'est cassé la figure plein de fois. On a mis 3 ans à trouver la bonne méthode pour l'analyse, en tout cas, du pourcentage de produits normands, mais qui a permis de structurer la base de données pour aller sur la partie logistique. Et on a travaillé avec des partenaires comme la CRAN, CIVAM et BEN qui ont aussi saisi dans un premier temps les bases de données. Après, au fur et à mesure qu'on a collecté les données de fournisseurs, comme il y a ce qu'on appelle le secret d'affaires ou secret commercial, nous, on a tout internalisé. Ça veut dire que maintenant, cette base de données, en fait, personne n'y a accès. Elle est uniquement en interne, mais c'est un véritable outil pour nous d'aide à la décision. On peut partager pour autant certaines données, mais on sélectionne. Vous disiez tout à l'heure que le RMT était sélectif aujourd'hui. Nous aussi, on sélectionne à qui on partage ces données et plutôt à un réseau de chercheurs. Je ne transmets pas ces données, par exemple, à des bureaux d'études ou alors je les anonymise selon la pertinence des projets. Des projets, par exemple, qu'on va financer sur du FEADER, ça, c'est la partie consolidation et essaimage du travail. Là, je veux pouvoir leur partager des bases de données, si besoin, pour des benchmarks, des études prospectives, peut-être pour l'implantation de légumeries, conserveries ou autres sur le territoire. Comment faire le lien aussi avec tous les ateliers de transformation qu'on peut financer via des fonds FEADER auprès de nos agriculteurs. Mais finalement, il n'y a pas trop de connexion entre tout ça, et ça, c'est ce que je regrette à ce stade. Et voilà, voir comment on pourrait améliorer tout cela. Sur l'interopérabilité, on se rend compte qu'il y a encore un gros travail de faire dans la professionnalisation de la saisie de nos données lycées fournisseurs et voir comment tout cela pourrait essayer de matcher. Sauf que nos fournisseurs, ils travaillent sur des logiciels tous extrêmement différents entre un gros grossiste et un petit grossiste à service complet, mais voilà, qui est ultra local. Lui, il va m'envoyer en fait des données à la main, enfin à la main, pardon, papier. Et nous, on va stabiloter les montants de chaque produit, les additionner à la calculette. Donc, j'ai un grossiste primeur. Enfin, un primeur, c'est voilà, 250 feuilles où on va calculer les données à la main
Voilà, le tout voilà, scanné ou envoyé par fax encore des fois. Euh, donc, il se passe pas mal de choses. C'est difficile quand même là de tout décrire maintenant, mais le plus simple, c'est de vous montrer du concret. Donc, notre base de données, elle est structurée en 3 tables. Une table info lycée, une table info fournisseur avec plein de variables. Et on regroupe tout ça sur une seule et même table en faisant de l'automatisation de saisie et de données. Je ne sais pas si je peux le lire. Oui. Hop. Juste. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Donc, en fait, là, on a la colonne B, le nom de nos lycées qu'on saisit. On a les SIRET de toutes les entreprises qu'on va chercher à la mano, un par un sur Internet. Et automatiquement, on affecte des catégories selon nos fournisseurs. S'ils fournissent du produit normand, non normand. Mais on a des fournisseurs j'ai oublié le nom, mais qui font à la fois du normand et du non normand, voilà, qu'on appelle polyvalent. Donc, c'est auprès de ces fournisseurs polyvalents qu'on va chercher la donnée. Les autres, on n'a pas besoin, parce que la donnée, on l'a. Voilà. Et on sait l'origine du produit, en tout cas pour les agriculteurs, on sait que ça vient de chez nous. Et du coup, à partir de toute cette base de données, on en vient à construire une cartographie des flux. Je tiens à souligner que sans la présence d'un service SIG en interne, on ne pourrait jamais en arriver là. J'aurais dû mettre un feu d'artifice tout à l'heure pour eux sur la chronique de dispositifs, mais c'est aussi grâce à eux qu'on en arrive à développer et à consolider finalement toutes les idées qu'on pourrait avoir et à les coucher sur papier. Donc, ce n'est pas un tableau de Mondrian, mais en fait, c'est une cartographie de plus de 5000 flux, donc 5000 traits de couleurs financiers affectés au siège social ou aux entrepôts plutôt au siège social de nos différents fournisseurs, qu'ils soient grossistes, IA ou producteurs. Donc, on constate que ça va très très loin. Par exemple, on a beaucoup de produits bio qui viennent d'Occitanie, bio de Provence par exemple, ou des yaourts qui viennent de Toulouse. Et on pourrait aussi très bien, ça ce serait un de mes rêves plus tard, de remonter jusqu'à l'origine du produit, parce que tout ça, je l'ai dans mes, je sais pas, 500 000, 600 000 lignes Excel transmises par nos fournisseurs. Un grossiste m'envoie vraiment, me transmet juste d'où vient le produit, où est-ce qu'il est fabriqué. Donc, je vais avoir du poisson en Chine, des avocats au Pérou, voilà, des ananas en Côte d'Ivoire. Et tout ça, je pourrais le faire, ce travail. Mais ce serait plutôt un travail de recherche. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'y travailler, à me demander ces données. Mais elles peuvent servir aussi plus localement. Tout à l'heure, ça a été cité pour Bordeaux Métropole, je crois, de créer une sorte un peu d'observatoire. Ça va être le cas sur Caen avec la métropole. On pourra très bien leur transmettre certaines données anonymisées, je pense. Donc voilà ce que ça représente. On se rend compte qu'il y a une majorité de concentration des flux sur les grandes aires urbaines. Mais ce qui est intéressant après, c'est de décortiquer, de détricoter tout ça. Et là, en fait, on a isolé tous les flux issus de nos producteurs. Donc, on travaille avec 200 agriculteurs différents sur les 680 fournisseurs. Tous les flux bleus, ce sont les flux conventionnels. Les flux verts, les flux bio, qui sont bien sûr minoritaires, puisqu'on n'a que 5% de produits bio servis dans nos cantines. Et en fait, ça nous permet, même à partir des flux immatériels financiers, on pourrait quand même un petit peu s'imaginer les trajets et les flux physiques qui pourraient converger vers certains établissements scolaires. Et donc, voilà, on se rencontre, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, non, il y a des points rouges qui convergent, voilà, des flèches bleues qui partent des points rouges qui vont vers les carrés qui sont les lycées, les carrés bleus. Et donc, on se rend compte qu'il y a des agriculteurs qui sont parfois très proches les uns des autres, qui vont livrer un même établissement ou plusieurs établissements sur le même territoire. Donc, il y a peut-être des possibilités de connexion, de mise en réseau qu'on pourrait favoriser. Et c'est en cela où nous, voilà, collectivité territoriale, on peut aider. Bien sûr, on a besoin de nos partenaires pour faire aussi tout ce travail. Seul, on ne peut pas. Donc, juste pour faire le petit bilan réflexif voilà, sur les actions en matière de diagnostic logistique, tout a été centré au départ sur l'approvisionnement de nos lycées publics et OREA de la région Normandie. On rend compte uniquement des flux immatériels. Tout a été internalisé. L'idée, c'est d'étoffer ce diagnostic pour qu'il devienne un véritable outil d'aide à la décision et d'aller beaucoup plus loin en quantifiant les flux. Et après, en analysant, plus tard, ce sera un rêve pour Noël, mais analyser tous les flux logistiques, que ce soit restauration collective, scolaire, GMS, privé, etc. Les facteurs explicatifs de ce succès à notre niveau, c'est qu'on a un service SIG qui nous appuie. On a entre guillemets une facilité de collecte des données lycées
via nos nouveaux logiciels et du fait aussi qu'on attribue de grosses sommes financières, la DGF à nos établissements et que aussi on a une partie équipe de cuisine qui sont nos collègues de la région Normandie. Ces données sont fiables, on n'est pas sur des estimations, ce sont des données exhaustives qui sont correctement saisies la plupart du temps. La marge d'erreur, elle est de 1%. On a réussi aussi à tisser une relation de confiance avec tous nos fournisseurs, puisqu'on les appelle, et en échange aussi c'est un partenariat gagnant-gagnant, de la transmission de ces données, on les invite à nos événements. Rencontres d'affaires de la restauration normande, les rencontres régionales de la logistique, dont vous voyez la photo ici, avec Gwenaëlle Raton sur scène à gauche. Et puis, on a une volonté de ne pas déléguer. Je pense qu'on perdrait la main sur finalement ce que l'on veut, pas déléguer à des prestataires ou des bureaux d'études. Voilà, c'est une question que j'aimerais aussi aborder avec vous. Et concernant les difficultés randonnées rencontrées, le plus dur, ça a été de trouver la méthode, la multiplicité des sources, le manque d'interopérabilité. Dans les actions à venir, donc je passe ce que j'ai dit, mais aussi développer les circuits courts en Île-de-France dans le cadre du CPIER, contrat de plan interrégional État-région. Il y a une convention annexe qui a été signée entre Valérie Pécresse et Hervé Morin pour approvisionner l'ensemble des lycées d'Île-de-France en produits normands. Donc, comment déjà est-ce qu'on pourrait identifier les flux de la Normandie vers l'Île-de-France? Et donc ça, on le fait aussi via des questionnaires et on est en capacité d'essayer de les matérialiser. En tout cas, pour le moment, ils sont plutôt financiers, mais on voudrait aller sur la partie matérialisation des flux physiques. Voilà, changer d'échelle à un moment donné. Et puis aussi, à partir de et j'ai bientôt fini, de toute la quantification sur les données, faire des projections avec les filières, savoir les quantités qu'on veut produire, ce dont on a besoin par territoire, permettre de créer des nouveaux débouchés. Donc structurer à la fois les filières, en même temps structurer la logistique. Donc, pour moi, il faut agir un peu sur tous les fronts. Et puis, voilà, in fine, tout ça, normalement, devrait nous permettre d'atteindre nos objectifs. Pour le moment, en tout cas, voilà, les pourcentages montent. Mais ça, c'est une action parmi 40 actions. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous les trois pour vos présentations. Je vous propose de passer à un temps de questions. On se donne 15 minutes maximum pour rester un peu dans le temps et puis on pourra encore discuter dans les sous-groupes. Alors, n'hésitez pas, je pense que maintenant on peut se permettre, on n'est plus enregistré sur YouTube, donc on est noté dans la partie un peu publique, on repasse dans la partie entre nous, liberté de parole. Donc, le mieux, c'est que n'hésitez pas à lever la main et à prendre la parole, et qu'on arrive dans des points de discussion. S'il y a des questions de compréhension, on les traite en premier, et puis ensuite on peut débattre. Et pour précision, si chacun de nos intervenants ont eu des tableaux assez complexes, c'est que c'était une demande de notre part. Donc, ça s'appelle des chroniques de dispositifs qui visent à illustrer la trajectoire. Et donc, c'est un point qui sera notamment exploré dans le cadre de la restitution du compte-rendu de cette journée, de cette demi-journée. Alors, est-ce que vous avez des questions, des points de discussion? Oui, je vois une main, Céline. Je te laisse prendre la parole. Oui, ça y est, je crois que j'ai mis le son. Vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, j'avais une première question pour Guillaume Lebon. Je voulais savoir en fait s'il n'y avait pas Il a parlé des flux logistiques financiers en fait entre grossistes et lycées. Et je voulais savoir en fait s'il n'y avait pas aussi des flux directs de producteurs à établissements publics scolaires qu'il avait identifiés. Et j'avais une question aussi pour la première intervenante. Je voulais savoir en fait quelle était, j'ai cru comprendre qu'ils allaient lancer des enquêtes. Quel était le champ des acteurs enquêtés qu'ils allaient, voilà, sous quelle forme ils allaient faire ces enquêtes et savoir si c'était auprès d'un panel d'acteurs ou si c'était l'exhaustivité. Voilà, c'était mes deux questions. Guillaume, Apolline, je vous laisse prendre la parole. Ok, alors ce n'est pas encore défini.
parce qu'on n'a pas encore rédigé le cahier des charges, en fait. Mais nous, comment on voyait les choses, c'était de faire quand même du qualitatif, donc d'avoir des interviews avec des acteurs. Donc effectivement, on ne va pas pouvoir interroger tous les acteurs de notre territoire parce que ce serait infaisable. Mais en fait, on a des acteurs où on sait qu'ils génèrent beaucoup de flux, typiquement, la cuisine centrale, pour les restaurants scolaires des écoles, de Bordeaux et Mérignac. On est sur 23 000 repas jour, donc c'est énorme. Et Bordeaux Métropole gère un groupement d'achat pour une dizaine de communes. Donc on sait que déjà, si on interroge ces deux acteurs-là, on va avoir une grosse partie des flux, en tout cas de la restauration scolaire qui est gérée soit par Bordeaux Métropole, soit par ces communes. Donc voilà, on a quelques idées comme ça de gros opérateurs, et on aimerait aller sur des interviews, en tout cas des rencontres, voilà. Alors, je me permets juste de dire, normalement, il y a mon collègue Alec de Bouyane qui est aussi connecté. Donc, si, voilà, peut-être que c'est lui qui répondra pour Bordeaux Métropole des fois et non pas moi. Ouais, je sais pas si ça marche là. Oui. Je me Oui. permets, pour répondre à votre question, en fait, on a cartographié tous les flux, qu'ils soient directs ou issus d'intermédiaires, mais vraiment pour l'ensemble de nos fournisseurs, donc IA, grossistes et producteurs. Et donc, quand on isole nos flux, ici, on n'a que les flux directs en provenance de nos agriculteurs normands. J'ai pas précisé, mais on analyse aussi l'évolution de nos flux. Sur notre outil cartographique, j'ai plusieurs couches et j'ai les flux 2020, les flux 2021 et d'ici la fin de l'année, je vais intégrer les flux de 2022. Ça permet aussi de voir comment tout cela évolue. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que toute cette analyse, c'est surtout ça pour le moment, je me concentre surtout sur cette carte-là, des flux directs, puisqu'on se rend compte qu'on a encore beaucoup à faire pour étoffer notre sourcing en produits normands. J'ai des zones blanches, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agriculteurs sur ce territoire. Donc en fait, cette cartographie des flux, maintenant je la croise avec une autre cartographie qui est notre base de données qui s'appelle J'achète local dans mon établissement, qui est une cartographie qui recense tous les agriculteurs qui ne livrent pas forcément encore la restauration scolaire, mais qui souhaitent la livrer. Et donc du coup, en fait, j'ai plein d'autres points, mais où pour le moment, il n'y a pas encore de contractualisation qui est faite. Et l'idée, c'est de voir comment on pourrait renforcer tout ça. Et aussi amener d'autres agriculteurs à s'inscrire sur notre cartographie J'achète local dans mon établissement. Et en croisant aussi nos deux cartes, on est en train de faire un travail pour revoir toute notre stratégie achat. Mais ça prend un temps, c'est très compliqué. Et en fait, l'idée de notre nouvelle stratégie achat, c'est de créer un groupement d'achat au niveau régional avec des allotissements géographiques. Sauf que pour déterminer un peu nos zones géographiques, on a besoin de savoir quelles sont nos zones de livraison pour que tout cela soit cohérent avec ce qui se passe actuellement sur le territoire. Par exemple, si je crée un groupement d'achat, mais je ne sais pas si vous voyez ma flèche ici, dans le Nord-Cotentin, si je coupe le Nord-Cotentin en deux, ça n'aurait pas de sens parce que du coup, j'ai des agriculteurs voilà, de l'Est ou de l'Ouest qui vont livrer le même poids central. Donc l'idéal, ce serait de faire une zone, un groupement d'achat mutualisé, lycée, collège, sur tout ce territoire. Ce serait idiot de le couper en deux. Et pareil ici, peut-être faire un groupement d'achat qui inclut à la fois un petit peu le haut de la Manche jusque le nord, mais que sur la partie ouest. Et donc, on est en train de déterminer tout ça. Merci Guillaume. Louise, tu as une question? Oui, désolée, je reprends la parole, mais j'avais quelques questions par rapport aux autres présentations. Guillaume, du coup, j'avais deux petites questions. Tu as parlé donc que cette base de données-là était interne et donc que vous ne la partagiez pas forcément. En revanche,
si vous la partagez, à qui vous le faites? Est-ce que vous le faites à des collectivités au sein de la région, que ce soit communes, interco, PETR, etc. Et parce que j'imagine qu'il y a quand même une demande par rapport aux compétences restauration scolaire de certaines intercommunalités qui ont peut-être l'envie de monter en compétence sur tout ça et donc auraient besoin de cette base de données. Et si c'est le cas, par quel type de formalisation vous passez? C'était ma première question. Et juste pour ma deuxième question, tu viens de dire du coup de créer un groupement d'achat avec des allotissements géographiques. Comment vous allez au-delà de la contrainte juridique qu'on a de ne pas pouvoir mettre un critère de localité dans les marchés publics? Voilà. Ça marche. Du coup, sur le partage de la base de données, donc, comme on a plusieurs bases de données, ce qu'on partage, nous, surtout, c'est la base de données j'achète local dans mon établissement. Et en fait, c'est un outil qui a été créé en remplacement d'AgriLocal, parce que ça nécessite aussi beaucoup de temps d'animation et c'est un coût pour les collectivités qui l'utilisaient auparavant. Donc, quasiment tous les départements de Normandie ont arrêté AgriLocal, alors que pourtant, on avait, avec des fonds européens, subventionné cette partie animation. Voilà, c'est un petit peu peut-être une perte d'argent. Et maintenant, on a créé un outil, mais qui est beaucoup plus simple, hein, qui n'est pas non plus aussi perfectionné qu'AgriLocal, mais qui vise juste à référencer les agriculteurs qui souhaitent livrer la restauration collective. Donc ça, on le partage. Cette carte, elle s'alimente aussi par un questionnaire. Avant qu'on se fasse cyberattaquer, j'ai oublié de parler, on a une grosse cyberattaque, donc on a des gros problèmes. Donc voilà. Mais maintenant, on va être plutôt sur un questionnaire ArcGIS et les agriculteurs vont se référencer automatiquement sur la carte. Et en fait, on contractualise via une convention de partenariat. C'est plus pour avoir une reconnaissance au niveau politique, parce qu'à vrai dire, ça me fait plus administratif, ça m'embête un peu. Mais c'est juste pour que nos élus prennent conscience de l'intérêt de travailler ensemble, qu'on fait cette convention de partenariat, parce que ça passe en CP, ils voient qu'il y a un travail de fait transversal avec les autres collectivités territoriales. Parce que c'est pas toujours, là on n'est plus enregistré, mais c'est pas toujours la volonté politique de nos élus de travailler ensemble, surtout avec les départements normands. Et donc cette base de données, après, on la partage. Par contre, la base de données qui compte les statistiques sur nos lycées et les pourcentages de produits normands, celle-là, je ne l'ai encore jamais partagée. Par contre, je peux partager sans problème l'architecture de cette base de données. Voilà, surtout pour les régions voilà, ou les autres territoires non normands. La ville de Paris, par exemple, on a eu beaucoup d'échanges avec eux. Je ne sais pas s'ils sont. Je ne sais pas si Je c'est. crois que oui. D'accord. On avait eu pas mal d'échanges avec eux pour leur expliquer comment fonctionnait notre base de données et leur présenter pendant, moi, je pense, 2 heures, enfin 2 fois 2 heures, l'architecture de cette base de données, puisqu'ils se questionnaient sur comment faire un état des lieux des pourcentages, notamment Egalim et le coût de leurs 1200, 1300 services de restauration, donc ça reste encore une autre échelle. Et sinon, il n'y a pas de formalisation en fait. L'architecture, au contraire, je peux, dès ce soir, voilà, il n'y a aucun problème. Nous, on est demandeurs à ce que nos outils puissent servir à d'autres collectivités normandes ou non normandes. Mais attention à l'appropriation aussi de tout ce travail, voilà, par des bureaux d'études ou qui pourraient s'accaparer ces données. Et, ça peut, pour certains, voilà, être aussi un business pour derrière vous vendre des prestations à vous, collectivités territoriales. Et je trouve que parfois, on se fait un petit peu endormir, ou peut-être que nos élus sont un peu endormir, mais on a tout à fait, on pense qu'on n'a pas les compétences, mais on a tout à fait les compétences d'organiser ce type de données et de faire un petit peu de cartographie. Ça demande juste un petit peu de temps, c'est une priorisation à avoir, je pense, dans sa charge de travail. Bon, on a quand même la chance d'avoir un service SIG, mais je pense que c'est possible, surtout à des échelles très locales, de cartographier ces flux financiers sans trop de contraintes avec tous les logiciels libres maintenant qui peuvent exister en SIG ou autre. Voilà. Et sinon, si on partage, oui, j'ai l'obligation, enfin, je me donne l'obligation d'anonymiser pour ne pas perdre la relation de confiance que j'ai quand même avec des petits alors avec les petits producteurs, voilà, il n'y a pas trop de soucis, mais avec des gros grossistes ou autres,
j'ai quand même besoin de garder une relation de confiance avec eux, même s'ils ne jouent pas forcément le jeu du Normand, mais pour les garder dans notre stratégie et petit à petit essayer de les faire changer de pratique, ce qui commence à arriver. On a un gros industriel, on n'est pas enregistré, hein, c'est sûr, je peux dire des choses, qui s'appelle Cisco, voilà, qui est une très grosse boîte IA, qui pèse plusieurs millions de chiffre d'affaires, qui est basée à Dieppe, mais qui a de très gros sites de transformation. Ils importent du poisson pêché en mer de Chine, hein, c'est de la pêche industrielle qui va être coupée, mis en, voilà, sûrement, alors j'avais visité, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être fait en poisson pané ou filet de manière dans nos usines normandes. Donc ça participe au maintien, création, en tout cas au maintien de l'emploi normand dans l'industrie agroalimentaire du territoire. Donc ça, c'était plutôt une volonté politique dans la définition du produit normand de garder la partie transformée. Pour autant, depuis qu'on les implique dans notre stratégie, il y a quand même une forte demande des lycées pour avoir, qui vont maintenant, nos chefs de cuisine, aller jusqu'à l'origine de la matière première d'un produit transformé et qui vont pouvoir petit à petit inculquer certains changements parmi eux. Et même si ça reste anecdotique, Cisco travaille depuis peu sur le développement d'une aile de raie normande surgelée. Il nous a consulté sur le prix de ce produit, le prix de vente final, et voir voilà, si ça pourrait passer auprès de nos chefs de cuisine, etc. Donc il y a quand même une volonté de changer des choses ou de développer un peu plus la pro locale. C'est pour ça que je me les garde quand même sous le coude, même si dans une des grandes annonces qu'on a fait la semaine dernière, euh, elle va consister à bannir les produits ultra transformés de nos cantines. Et donc j'espère que ça va secouer et réveiller un peu plus nos industriels normands. Le tout, donc on va aller associer une réunion en avril pour communiquer sur tout cela, sur notre stratégie pour bannir les produits ultra transformés, mais le tout associé à une formation de l'ensemble de nos chefs de cuisine sur le décryptage des étiquettes, de tous les machins que je ne connais pas et je ne sais même pas comment c'est fabriqué, un conservateur ou autre, et en apprendre un peu plus sur finalement ce qui après va dans nos intestins. Répondu à Merci. l'autre partie sur les marchés publics. Alors, c'est vraiment un sujet très, très compliqué. Ça fait 4 mois qu'elle est en arbitrage TGS sur ce sujet et on s'est cassé les dents sur la partie stratégie achat. En fait, désolé, je peux répondre en 2-3 minutes? Ça me prend un peu de temps. Oui, Et oui, sur la parce qu'on partie n'est pas, oui, allotissement. parce qu'on n'est pas hyper nombreux dans les sous-groupes, donc au pire, on D'accord. rognera un petit peu sur les sous-groupes. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, sur le fonctionnement de la partie marché public, on a beaucoup de lycées qui travaillent en individuel, donc qui publient, qui rédigent leur cahier des charges et lancent leur marché en individuel. Ça, c'est sur l'ex-Basse Normandie et sur l'ex-Haute, sur Rouen, sur Évreux. On a des gros groupements d'achats. On a un gros groupement de commandes, notamment sur Elbeuf, qui rassemble 70 collèges et lycées. Sauf que ce gros groupement de commandes, c'est lié à une seule personne, hein, ça bloque. Voilà, cette personne-là ne veut pas changer ses pratiques. Elle ne veut pas essayer de trouver des petites subtilités de rédaction des cahiers des charges pour réussir à faire du local sans dire que c'est du local. Et donc, on est en train de réfléchir à une réorganisation de tout cela, mais basée sur le volontariat des adjoints gestionnaires. C'est assez compliqué. Et puis, bien sûr, sur le bon vouloir de nos chefs de cuisine, où voilà, les gestionnaires leur restent quand même beaucoup la main sur la passation des marchés. Et en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est des mini-groupements d'achat par bassin géographique plutôt. Voilà. Mais c'est pas évident. Merci. Je compatis. Merci. J'ai vu une main se lever tout à l'heure et puis plus. N'hésitez pas à prendre la parole. On se donne encore 5 minutes avant de faire une petite pause pour reprendre une petite gorgée de café ou autre et puis pour discuter en sous-groupe. On a des sous-groupes par échelon administratif. On va vous donner les informations tout à l'heure. Donc, on aura l'occasion de creuser des questions qui sont propres aux différentes échelles. Oui. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, Julie.
Oui, bonjour, Jules Nicolas pour la métropole européenne de Lille. Moi, j'expliquerai un petit peu là où on en est tout à l'heure. Moi, j'avais une question, c'est est-ce que vous avez identifié des sociétés, des bureaux d'études ou autres qui sont en capacité d'accompagner les collectivités pour faire ce type de bilan, de diagnostic, et ensuite éventuellement d'accompagner le territoire dans l'élaboration d'une solution mutualisée? Je peux peut-être donner une première réponse. Alors à Bordeaux Métropole, on a été suivi par un bureau d'études qui s'appelle euh, Interface Transport pour une étude sur les flux entrants et sortants de notre mine. Euh, je sais qu'il y a aussi un cabinet qui s'appelle Jonction qui fait de la logistique. Euh, Nous, on s'est dit qu'en fait, on avait peur que du coup, ce soit euh, alors j'ai perdu le mot, mais que ce soit des extrapolations, voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché, des extrapolations qui soient faites par ces cabinets de conseil et non pas qu'on n'ait pas des vraies données. Donc nous, on va sûrement partir vers des prestataires qui sont en fait des acteurs du système agricole et alimentaire local, potentiellement la chambre d'agriculture sur une partie. Enfin, on ne sait pas trop encore vu que du coup le marché n'est pas sorti, donc on ne sait pas qui va candidater, mais en tout cas, ça a été réfléchi plutôt avec des acteurs qui connaissent notre système alimentaire et qui du coup vont pouvoir aller utiliser en fait leur expertise du territoire pour réfléchir pour obtenir des données sur les questions de logistique alimentaire. Et sur donc la partie 2 que j'ai présentée tout à l'heure sur comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on passe à l'action une fois qu'on a les données, on va peut-être travailler avec La Charrette, qui est un réseau social des acteurs de la logistique. Voilà, sachant que tout ça n'est que. Enfin là, je lâche des noms, mais du coup, vu que rien n'est lancé, on n'a aucun marché et tout ça, ce n'est absolument pas sûr. Voilà. Je réagis parce que en fait, j'allais donner la charrette. Parce que nous, on a aussi identifié ce bureau d'études pour le lancement de la phase 2 à la faisabilité technique. Après, on passera par un marché public. Comme je disais, on est passé, nous, par la Chambre pour la phase 1. Et je sais que la charrette a réalisé pour l'agglo du pays ajaxien une étude de faisabilité d'un projet de plateforme logistique et aussi a accompagné la ville de Montreuil pour l'étude de faisabilité d'un projet de plateforme pour les QPV, pour les quartiers prioritaires de la ville. Voilà. Et pour compléter, sur le département de l'Eure, ils vont faire un diagnostic logistique. Ils ont identifié la charrette. Également, le bureau d'études de Gilles Maréchal, je ne sais plus comment il s'appelle. Teralim. Comment? Teralim. Teralim. Voilà, Teralim. Ils ont identifié Soliance, Ceresco. Et nous, pour notre part, on travaille sur un petit peu la partie logistique dans le cadre d'une marketplace régionale qu'on souhaite mettre en place. Ça s'appelle Au Rendez-vous des Normands. Pour le moment, c'est un annuaire de 1200 agriculteurs en circuit court en Normandie. Mais on souhaite créer une plateforme de vente en fait en ligne aux mains de la région. Alors ça pose plusieurs questions juridiques, notamment s'il n'y a pas de distorsion de concurrence, etc. Et on a missionné COP Circuit pour faire aussi une analyse logistique et savoir qui pourrait assurer, si bien sûr il y a un intérêt, parce que c'était surtout pendant le Covid qu'il y avait un intérêt, est-ce que maintenant il y a un intérêt à développer ce type de plateforme. Et merci. Une dernière question, peut-être? Ou sinon, on passe directement à une petite pause. En termes de timing, on est un petit peu en retard, mais pas trop. Je sais pas ce que tu en penses, Amélie, Frédéric. On n'est pas trop mal, on n'est pas On n'est trop pas mal. trop mal. Ouais. Il y a un peu moins de monde dans les ateliers, donc On peut se permettre on de... pourra compenser. Ouais. Bon, s'il y a pas d'autres questions ou remarques, on peut
On peut éventuellement, donc on va faire une petite pause d'une dizaine de minutes, hein, et ensuite on reviendra en sous-groupe. Donc comme disait Gwenaëlle, on a organisé les sous-groupes en échelons, en fait. Donc par exemple, les régions et départements seront regroupés. Ensuite, on a un sous-groupe, si je me souviens bien, communauté d'agglo et communauté de communes. Et puis après, un sous-groupe plutôt PETR, PNR. Communauté de communes. Communauté de communes. PETR, communauté de communes, PNR et un groupe métropole, comité d'agglomération Voilà. et périmètre de PAT pour ceux qui ne correspondent pas à un échelon administratif. Voilà. Tu veux commencer, Amélie? Tu veux bien... Ouais, je vais essayer, hein, ça va être sans filet. Donc, je m'excuse par avance pour le caractère très imparfait de cette restitution. De toute façon, on retravaillera tout ça a posteriori avec les enregistrements. Donc, moi alors, c'est très personnel, hein, c'est le ressenti, c'est ma perception des échanges. Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'on avait des échelons assez différents finalement dans le groupe, et qu'il n'y a pas, enfin moi mon sentiment que j'ai, c'est qu'il n'y a pas forcément des stratégies type par échelon, c'est-à-dire qu'on retrouve finalement des stratégies de caractérisation des flux très complètes, et d'essayer d'avoir une consistance un peu exhaustive, un peu comme on l'a observé au niveau de la Normandie, dans d'autres territoires qui sont d'échelons entre guillemets infra. Et puis d'autres régions qui, par contre, elles, vont partir sur des démarches d'abord de politique alimentaire, dans laquelle ensuite, progressivement, on va se poser la question de la logistique, mais sans chercher au départ à formaliser très fortement la connaissance des flux, des actions, et qu'on va retrouver aussi à des échelons, là aussi infra. On voit qu'on a effectivement une diversité d'approches, avec notamment par rapport aux outils. Ce qui ressort, c'est alors on a quand même, je trouve, globalement des acteurs ici qui cherchent déjà à capitaliser l'existant et à s'appuyer sur des outils qui sont existants, que ce soit des outils de mise en œuvre, de mise en lien de l'offre et de la demande, notamment, ou quand je parle d'outils, ça va être aussi des outils logistiques proposés par des prestataires. Et donc, cette idée qu'il faudrait une logistique de circuit court qui soit fondée uniquement sur des solutions ex nihilo est quand même fortement bousculée, enfin mise en débat, avec quand même des points de vue différents, c'est-à-dire que des constats différents par rapport aux outils d'offre et demande, par exemple sur l'outil agri-local, où on a un territoire qui va dire que c'est un outil qui n'est pas forcément si efficient que ça pour travailler sur la logistique, et qu'il faut, on peut certes partir de là pour connaître certaines choses, mais qu'il faut développer autre chose. Et puis d'autres, au contraire, qui font le choix de plutôt s'appuyer prioritairement sur cet outil-là. Et ce qui ressort aussi des échanges pour moi, c'est que finalement, il reste encore, enfin, on dit que la logistique est le point problématique des circuits de proximité, mais ce qui ressort beaucoup de ces échanges-là, c'est qu'en fait, on a encore aujourd'hui très fortement un véritable problème de mise en relation de l'offre et de la demande, et que, en fait, travailler sur la logistique, ça implique de travailler aussi en même temps sur l'offre et la demande, et d'où l'idée aussi que les outils de mise en lien de l'offre et de la demande sont aussi des outils sur lesquels on peut s'appuyer pour connaître les flux logistiques, les caractériser, et puis envisager des solutions logistiques territorialisées. Et là aussi, ce qui ressort, c'est que sur certains territoires, notamment au niveau des régions et des départements, comme on a des problématiques différentes d'un espace à l'autre, l'idée qu'il est important de construire des solutions qui soient pertinentes pour des territoires en particulier, c'est-à-dire pas construire des solutions uniques, mais qu'il faut trouver des solutions qui soient spatialement pertinentes, et imaginer des stratégies pas à l'échelle du région et des départements, mais qui soient des stratégies infra adaptées à certains territoires en particulier, notamment pour permettre de regrouper les agriculteurs d'un même territoire. Donc voilà, c'est très parcellaire, c'est très court, et on retravaillera tout ça, mais c'est un peu le premier ressenti que j'ai. C'est à mon tour de me lancer.
Alors pareil, c'est un peu en live. La particularité de notre sous-groupe, c'est qu'il y avait surtout des métropoles et une communauté d'agglomération. On a eu, comme on n'était pas très nombreux, on a eu un petit temps de présentation de chacun, notamment sur le niveau d'avancement. Ce que moi, je retiens, c'est qu'il y a une forme de modestie sur le niveau d'avancement, en tout cas, comme si personne n'était très avancé, ce dont on pourrait discuter. En tout cas, il y a eu des discussions intéressantes sur le processus et notamment ce qu'on donnait à voir les trois présentations qui serait que finalement, c'est plus facile de partir d'un point concret et même s'il y a une volonté au début d'avoir envie de faire que des métropoles, l'idée de faire un diagnostic à l'échelle d'une métropole apparaît comme un travail monstrueux. Et donc, partir du concret, c'est pas seulement pratique, mais ça permet aussi de s'attacher à quelque chose parce qu'on peut se perdre dans l'exhaustif. Il y a du coup cette idée de besoin de focus et c'est pour ça que sont identifiées la restauration collective, la restauration commerciale, souvent comme des points d'entrée pour en faire un diagnostic qui serait plus robuste. C'est suivi des discussions sur finalement revenir à l'essence du rôle de la collectivité, c'est que finalement, est-ce que c'est le rôle de faire un recensement exhaustif? Est-ce que finalement, c'est pas plus simple de garder sa posture de mise en lien et de travailler sur la gouvernance? Donc, j'ai trouvé ces discussions intéressantes. Il n'y avait pas de discussion tranchée, il y avait une diversité de réactions à ce point-là. En tout cas, qui s'inclut dans ce constat que les collectivités ne sont pas aujourd'hui spécifiquement compétentes sur la logistique, qu'on n'ont pas non plus de compétences attribuées sur l'alimentaire, et que dans ce cadre, effectivement, la posture de gouvernance et de mise en lien est plus simple. Et il s'est même posé la question de est-ce qu'il faut aller vers une démarche de diagnostic des flux tout le monde n'ayant pas cette vision-là, et même une collectivité disant que ce besoin n'avait pas été remonté. Donc c'est, je trouve, une question intéressante. On a parlé effectivement beaucoup de collecte de flux, exhaustive ou non. Visiblement, c'est pas partagé et c'est une vraie question. Et puis, le dernier moment de notre discussion a été centré sur les démarches interservices ou intercollectivités. À l'échelle des interservices, j'ai trouvé hyper intéressant que finalement les collectivités présentes déconstruisent un peu ce fait que dans les métropoles, il y a des services de logistique urbaine et que du coup, ce serait un atout par rapport aux autres collectivités. Donc, parce qu'il y aurait un certain avancement sur la question purement logistique. Or, ce qui s'est dit là, c'est que dans les services de logistique urbaine ou sur la marchandise, il n'y a pas nécessairement ni beaucoup d'agents, ni beaucoup de finances ou de temps à consacrer à ces sujets alimentaires. Alors, il y a des cas particuliers, des cas où ça fonctionne bien, où il y a des coordinations, aussi parce que c'est inclus dans le fiche de poste des agents qui travaillent sur la mobilité. Et donc, il y a des cas où ça fonctionne, mais il y a des cas où c'est considéré comme un peu illusoire d'attendre les services de la mobilité pour mener des choses en commun. Donc, je trouve que c'est intéressant les questions que ça pose. Et enfin, des choses sur les démarches intercollectivités, avec des questions, est-ce que finalement, c'est plutôt, on est dans des cas de concurrence, de complémentarité. Alors là encore, il y a une diversité de cas. J'ai entendu des plaintes de dialogue dans le cadre de récolte de données entre les prestataires et les collectivités en termes de respect du timing, par exemple, mais des plaintes aussi sur les préconisations qui ressortent du travail fait par des prestataires ou des chercheurs, un désaccord avec la ligne politique, par exemple, qui peuvent se poser. Et puis, toute une discussion assez riche sur comment, en tant que métropole, on noue des partenariats avec les territoires voisins qui ont possiblement eux aussi des PAT, avec l'atout de la posture de métropole, mais aussi peut-être les craintes que ça peut susciter pour les territoires voisins de la métropole.
Je vais finir par une chose, pour pas être trop longue, une discussion sur l'impact des politiques globales. La ZFE a été forcément évoquée. Forcément, le retard que prend la ZFE impacte l'urgence à prendre des décisions logistiques et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant dans nos discussions. Et puis, une proposition de centraliser vos questionnaires, vos bases de données. Est-ce que c'est possible? Qui nous a du coup permis de discuter avec Frédéric du fait que c'était un peu notre rôle aussi de créer du lien et qu'on pouvait imaginer toutes sortes de choses, de poursuivre évidemment ces discussions pour identifier les chemins et les tâtonnements, mais aussi pourquoi pas d'être là pour fédérer sur ces questions de mise en commun. Voilà, j'espère que j'étais à peu près fidèle sur ces sujets. Si vous voulez réagir, on a peu de temps, mais Ouais, Oui, Céline. Céline. Oui, moi je voulais justement dire, moi j'ai le point de vue recherche hein, comme vous, mais c'est très intéressant, enfin comme les animateurs du RMT. Je voulais aussi dire que effectivement ça m'intéresserait d'avoir les remontées des collectivités justement sur cet aspect observatoire et mise en relation, parce que on a une phase où les prestataires informatiques nous demandent de nous positionner en tant que besoin. Moi, je peux exprimer mes besoins en tant que chercheur, mais j'ai plus de difficultés à formuler, même si on travaille déjà avec 3 PETR, mais avoir plus de, comment dire, plus de remontées des collectivités et la manière dont vous les formulez, ça pourrait nous être utile. Parce que voilà, on est à cette phase où il faut pouvoir vraiment définir les fonctionnalités de l'outil, mais de manière très concrète. Et donc, je pense qu'avoir d'autres retours que notre petit groupe, effectivement, de mise en relation, enfin, au sein de l'inter-PAT des Vosges, ça pourrait nous être très utile. Bon, voilà, je sais pas ce que tu en penses, Louise, mais voilà, voilà, on travaille en lien étroit avec des collectivités, mais certaines collectivités, et peut-être que d'autres regards pourraient enrichir l'outil qui vise à être le plus, on va dire, le plus transposable et le plus générique possible pour d'autres territoires. Ouais, je te rejoins dans le sens où aussi on a des politiques qui peuvent parfois ne pas prendre de décision parce qu'il n'y a tout simplement pas assez d'acculturation sur tous ces sujets logistiques, circuits courts et enjeux autour de l'alimentation. Et d'où aussi encore une autre complémentarité dans tout ça, c'est l'enjeu d'animation, de montée en compétence des élus sur ces questions. Donc je te rejoins. Juste un complément par rapport à ce que tu disais, Céline. En tout cas, dans le groupe, tu disais que ce serait un outil libre. Donc, ça peut être une précision importante pour celles et ceux qui voudraient participer, parce que du coup, ça veut dire que si des personnes contribuent à partager leurs besoins, elles pourront aussi bénéficier de l'outil par la suite. Donc, c'est intéressant, ce ne sera pas dédié à une région en particulier. Voilà. Et si vous avez le souhait d'organiser des temps d'échange, etc., nous, on peut relayer une proposition à inscription à un temps d'échange ou le co-organiser. Enfin, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous appuyer sur le RMT pour ça. Oui, tout à fait. Je pense que le RMT est le bon endroit justement pour envisager une généricité d'un outil le plus tôt possible en fait. Parce que même si on a prévu de le développer au départ sur le territoire vosgien, c'était prévu voilà, dès la rédaction du cahier des charges qu'il soit déployable sur d'autres territoires et ce, sous forme de logiciel libre, quoi. Donc voilà, c'est inscrit dans son ADN. Et vous êtes donné quelle temporalité sur cet outil? En fait, là, on commence seulement à travailler avec les prestataires informatiques. Donc, on en est à faire les premières réunions de lancement. Voilà, très technique, hein, source d'information, ontologie, etc., etc. Mais effectivement, là, on commence à avoir vraiment des questionnements de leur part sur les fonctionnalités, les scénarios. Enfin, voilà, quelle partie uniquement ouverte aux gestionnaires de l'outil, quelle partie au grand public. Il y a toutes les questions de RGPD qui sont très lourdes aussi.
Ça, je veux tout de suite vous le dire. Parce qu'effectivement, l'outil vise à être générique, mais il faut que chacun fasse ses démarches RGPD de son côté. Nous, on les a fait pour notre cas, mais après, voilà, du côté de l'INRAE, c'est très exigeant. Donc après, ça, c'est pas la partie que nous pouvons mutualiser. C'est à chacun de gérer cet aspect RGPD. Mais après, en termes de fonctionnalité de l'outil, on en est vraiment à essayer de se projeter au maximum pour voir, faire émerger vraiment les fonctionnalités, les types d'acteurs, la représentation, enfin toutes ces questions-là, elles sont vraiment d'actualité pour nous. Et donc l'idée, c'est que ça soit d'ici septembre un outil, on va dire, qu'on puisse présenter au grand public. On a une phase de construction du prototype on va dire, jusqu'à mars, et une phase, on va dire, plus opérationnelle de mars à septembre. Donc, on espère qu'à partir de mars, on pourra vous montrer déjà les grandes lignes de l'outil. Et donc, c'est en ce moment que tout se décide, je dirais. Donc, à suivre. Oui, exactement. Bon. On a déjà un peu débordé, on va peut-être devoir conclure. On va s'arrêter là, oui. Merci aux 3 intervenants déjà pour la qualité de vos présentations. Et puis, je ne sais pas si c'est remarqué, mais il y a quand même un gros travail derrière de recherche historique, de synthétisation, etc. Donc, bravo à vous. Ouais, merci beaucoup. Merci aussi pour la contribution à la co-animation des sous-groupes. Et puis, merci encore aux participantes et participants qui sont encore là jusqu'au bout. Donc, voilà, à venir les vidéos et les comptes rendus de l'atelier d'ici quelques temps. Voilà, puis si vous avez rapidement, une idée d'un sujet pour un 3e atelier, n'hésitez pas à nous écrire, vous avez nos coordonnées. Ouais. On est preneur de propositions. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir.